Bienvenue dans le podcast AWS en français. Cette semaine, épisode 297. On approche de la marque des 300e. Nous passons en revue les annonces marquantes publiées par AWS jusqu'au 16 mai. J'en ai décompté une centaine d'annonces depuis les 2 dernières semaines. Mais seulement 33 ne sont pas des extensions régionales et c'est celles-là qui retiennent mon attention. Au programme, on va parler d'une baisse de prix chez Amazon CloudWatch. On va parler d'Amazon Q Developer. On va passer un tout petit peu de temps encore sur IPv6 avec son extension continue, et puis l'arrivée du code éditeur aussi dans SageMaker Studio. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de vous abonner. Nous sommes de retour sur Deezer. Pour les fans de Deezer, vous pouvez retrouver votre podcast favori sur Deezer. Nous sommes dans Spotify, dans YouTube, dans Apple Podcasts. C'est là que la majorité de la consommation se fait d'ailleurs. Et puis dans des tas d'autres applications de podcast que je connais pas, mais comme j'ai l'habitude de le dire, quand c'est une bonne application de podcast, je suis certain que tous les vendredis matins, vous pouvez y retrouver un nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci pour tous vos feedbacks, vos encouragements lors du Summit AWS à Paris, lorsque je vais dans des meet-up ou sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Thread et encore un peu, il y en a encore un peu, sur X. Une information assez riche cette semaine avec essentiellement des nouvelles filtrées à destination des développeurs, des développeuses, des builders, buildeuses que vous êtes. Je filtre en général les extensions régionales pour ne pas passer du temps à vous dire que tel nouveau type d'instance est disponible au Mexique ou sur GovCloud, mais j'en ai quand même retenu une qui devrait vous intéresser. En tout cas, si vous utilisez Amazon AppStream, Amazon AppStream 2 est enfin disponible sur la région AWS Europe Paris. AppStream, vous le savez, c'est ce service entièrement managé qui vous permet de streamer des applications Windows ou Linux sur des utilisateurs, vers des utilisateurs. Donc en gros, l'application tourne sur nos serveurs entièrement managés et vous streamez l'image de l'application, un peu comme avec du VDI, sur un poste client minimal qui n'a juste besoin que d'un navigateur web pour accéder aux applications. Si vous avez des besoins de conformité ou de résidence de données, et bien maintenant vous pouvez déployer Amazon AppStream sur la région de Paris. Il y a de plus en plus de services qui supportent IPv6. Les deux que j'ai accrochés cette semaine, c'est SES, Simple Email Service, ce service entièrement managé qui vous permet d'envoyer des messages. Il y a une API SMTP pour envoyer des mails. On appelle ça le Outbound Endpoint. Donc vous pouvez utiliser des plateformes de mail standards pour envoyer des mails à SES. Et puis c'est SES qui va relayer ces messages vers l'extérieur. Et bien le Outbound Endpoint supporte maintenant IPv6, et puis l'autre service qui supporte IPv6, c'est Amazon Kinesis Data Stream pour les VPC Endpoint. Donc on est en dual stack là aussi avec la Private Link Interface pour les VPC. Donc ça augmente un peu la compatibilité IPv6 d'AWS qui était uniquement disponible pour les public endpoints. Maintenant c'est disponible également en privé et ça a été validé, je ne sais pas si c'est important pour les clients européens ou pas, selon le standard Federal Information Processing Standard FIPS 143. Des nouveautés dans le merveilleux monde de l'IA générative, spécifiquement des outils pour aider les développeurs, les développeuses que vous êtes à écrire du code. Je vous ai déjà parlé plein de fois de tout le bien que je pense d'Amazon Q Developer en ligne de commande. C'est une expérience de développement agentique qui vraiment est capable de créer du code, de refactorer du code, d'écrire des tests, d'écrire des readme, d'exécuter des commandes en bash pour trouver dans quel fichier il doit changer, ce qu'il doit changer, etc. C'est vraiment impressionnant de travailler avec cet outil et ça augmente vraiment ma productivité. J'écris des tas de petits scripts Python que j'avais en tête mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Ben maintenant je peux les faire et puis je les ai et je les réutilise de semaine en semaine, notamment pour publier ces épisodes du podcast. Alors pourquoi je vous parle de Amazon Q Developer CLI? Il y a deux nouveautés. La première, c'est que il y avait un disconnect entre l'expérience Amazon Q Developer en tant que plugin dans vos IDE, Visual Studio Code ou IntelliJ, JetBrains par exemple, et l'expérience CLI. Soyons honnêtes, l'expérience CLI était un niveau au-dessus, clairement meilleure que l'expérience dans l'IDE. Eh bien c'est fini. Maintenant l'expérience de la ligne de commande est
également disponible dans l'IDE. Donc soyez sûr que vous mettez à jour le plugin dans vos IDE favoris, que ce soit Visual Studio Code ou un des IDE de JetBrains ou Visual Studio, le vrai Visual Studio, parce que maintenant vous allez avoir le même niveau d'expérience d'Amazon Q Developer de la ligne de commande, dans vos IDE. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que Amazon Q Developer est intégré maintenant comme une app à GitHub. Alors c'est très simple, vous allez dans la console GitHub, vous ajoutez l'app Amazon Q Developer, et puis si vous voulez que Q Developer fasse quelque chose, eh bien, soit sur un pull request, vous l'assignez lui comme reviewer de pull request, il va revoir, valider le pull request, commenter, soit si vous avez des issues, vous ajoutez un label Amazon Q Developer à votre issue, il va analyser le code et il va proposer une suggestion et faire un pull request que vous pourrez après reviewer pour intégrer à votre code ou pas. Évidemment, au plus la description de l'issue est complète, avec pas nécessairement du contexte, mais précise, au plus la qualité de ce qu'il y aura généré sera au rendez-vous. Il y a deux AWS Heroes qui ont passé un peu de temps à faire une vidéo, elle est en anglais, mais regardez-la, c'est Johannes Koch et Raphaël Meinke qui sont en Allemagne tous les deux, qui ont fait une vidéo d'une 30aine de minutes qui vous montre comment intégrer Amazon Q Developer dans vos workflows GitHub, et c'est assez impressionnant, je dois avouer. Je suis en train de le tester là pendant que j'enregistre, il est en train de faire des pull requests pour moi. Je vous dirai la prochaine fois comment ça s'est passé. Donc Q Developers en tant que plugin dans l'IDE se met au même niveau que l'expérience de la ligne de commande, et puis c'est un agent maintenant qui est dans GitHub, et le mieux c'est qu'il ne faut pas de compte AWS, il ne faut pas de carte de crédit, vous créez juste un builder ID, il faut juste une adresse email valide, vous inscrivez avec cette adresse email et c'est parti, vous pouvez utiliser Amazon Q Developers. Donc on est en train de parler des IDE, il y en a un nouveau qui débarque dans Amazon SageMaker Unified Studio, vous savez, cette nouvelle version de SageMaker qui a été pré-annoncée à reInvent l'année passée, décembre 2024, qui est disponible depuis mars 2025, qui est the place to be, l'endroit pour traiter vos données, que ce soit pour les ingérer, pour les visualiser, pour les nettoyer, pour préparer des entraînements de machine learning ou de large language model, pour faire des expériences, pour déployer des endpoints. C'est vraiment le hub unifié pour le traitement de vos données sur AWS, qui s'intègre évidemment avec Glue Catalog et les autres services comme la Data Marketplace par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans SageMaker Unified Studio? Il y a un IDE entièrement dans l'interface web, dans la console, et cet IDE est basé sur Visual Studio Code, la version open source, un peu comme l'IDE qui est dans la console Lambda depuis quelque temps déjà. C'est le même composant que vous allez trouver maintenant dans Amazon SageMaker Unified Studio. Et puis une baisse de prix, enfin en tout cas c'est moi qui le dis, c'est pas AWS, mais je considère ça comme une baisse de prix. CloudWatch Log lance un prix par tiers maintenant, et des destinations additionnelles pour les logs lambda. Donc si vous avez des fonctions lambda qui envoient des logs, vous savez que ces logs arrivent dans AWS CloudWatch Log. Jusque-là, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Automatiquement, sans que vous ayez rien à changer, CloudWatch Logs va maintenant appliquer des politiques de prix différentes sur vos logs. Donc ça part à 50 centimes par gigabit comme avant, mais maintenant ça diminue aussi. Au plus vous avez de gigabits, au plus le gigabit, enfin au moins le gigabit additionnel coûtera cher. Donc quand vous atteignez certains seuils, j'ai pas les chiffres en tête, mais ce prix va descendre, et le prix le plus bas, pour quand vous avez vraiment de gros volumes de données, c'est 5 centimes de dollar, donc 10 fois moins par gigabit. Donc c'est une baisse de prix. Si vous avez beaucoup de logs, automatiquement cette baisse de prix est appliquée à partir de maintenant. Et puis une autre nouveauté de CloudWatch Log liée à Lambda, c'est qu'il y a des nouvelles de destination. Donc vous pouvez envoyer vos logs directement, vous pouvez configurer CloudWatch Log pour envoyer les logs directement sur Amazon S3, ou à partir de là vous pouvez les reprendre dans d'autres workflows, pipeline, d'analytics, de processing, ou si vous avez vraiment du gros volume, vous pouvez aussi envoyer sur Amazon Data Firehouse, qui permet aussi d'envoyer sur S3 au final et vers d'autres destinations. Donc voilà, la gestion de vos logs de Lambda avec CloudWatch devient un peu plus facile, et surtout elle devient moins chère, et ça c'est une bonne nouvelle.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast AWS en français du 16 mai 2025. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Le prochain épisode, ça sera Women in Tech. On parlera avec Doctolib, voir ce qui se passe au niveau équité, inclusion et intégration chez Doctolib. Ça sera mercredi le 21 mai. Le 23 mai, un nouvel épisode enregistré au Summit AWS à Paris avec Steph. On parlera de la chaîne logistique et de la data de cette société qui livre la plupart des restaurants ou des fast-food par exemple. Vous avez déjà vu ces camions avec le gros logo bleu sur le côté très tôt dans les villes en train de livrer de la nourriture. On verra ce que ça implique en matière de gestion des données et quelle est la plateforme de gestion des données. Ça sera vendredi prochain, le 23 mai, épisode 299. Et puis la prochaine fois qu'on se parlera pour un Quoi de neuf sur AWS, ça sera le 30 mai, ça sera l'épisode 300 du podcast AWS en français. Après 6 ans, depuis 2019, merci de nous être fidèles dans toutes les bonnes applications de podcast tous les vendredis matins. Rendez-vous mercredi et vendredi pour des nouveaux épisodes. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.